Bonjour à tous. Merci de vous être connectés à ce nouveau live chez WeSeed. Aujourd'hui avec nous, l'équipe de Amandera. Donc merci beaucoup hein, Rémi et Frédéric pour votre disponibilité. Peut-être avant de commencer, vous expliquer un petit peu le déroulé du live. Est-ce que vous pourrez me dire sur la bulle de conversation si vous m'entendez bien, si le micro fonctionne, si l'audio est bien pour vous? Comme ça, on peut savoir que tout fonctionne bien de votre côté. Vous avez une petite bulle à gauche conversation. Si vous pouvez nous indiquer si tout est OK pour vous. Et comme ça, on pourra démarrer la réunion. Je vois qu'il y a quelqu'un, Philippe, qui écrit. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui, OK. Excellent. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de ce live. Donc pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, on va commencer par présenter un petit peu la société, faire un pitch de la part des dirigeants de la société. Dans un second temps, on va vous laisser la parole pour poser vos questions, pour avoir un échange un petit peu plus direct avec les dirigeants de la société. Et une fois cet échange réalisé, on pourra poursuivre bien sûr nos échanges sur le site, sur la plateforme. On sera ravis d'y répondre. Donc n'hésitez pas tout au long du live de poser vos questions. Vous avez une bulle à cet effet, Q and R, dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Donc tout au long du live, n'hésitez pas à poser vos questions, on sera vraiment ravis d'y répondre. Donc sans plus, je laisse la parole maintenant à Rémi, Frédéric. Encore une fois, merci pour votre disponibilité, pour vous présenter et pour présenter la société, pitcher un petit peu le projet. Et par la suite, on pourra passer donc aux questions-réponses. Merci. Merci Juan Pablo, bonsoir à tous. Alors, on va partager une présentation et je vous laisse me confirmer que c'est bon pour vous. Juan Pablo, c'est bon? Ouais, c'est OK de mon côté, c'est OK. Ok, alors c'est parti pour nous. Bienvenue. Bienvenue chez Amandera. Le thème de la soirée, vous allez comprendre pourquoi ce titre. Amandera remet la ferme au milieu du village. On a voulu ce titre pour expliquer quelle est notre vision derrière la production de fruits bio en France. Quelle est cette vision et l'ambition de la société que l'on porte depuis déjà 5 ans. Alors la mission justement, Amandera est une ferme citoyenne utilisant l'agriculture de régénération pour produire en France des amandes, des noisettes et des noix bio. Et nous proposons ainsi des alternatives de production cohérentes et innovantes pour répondre aux enjeux climatiques et alimentaires à l'échelle des territoires. Alors, beaucoup de notions que nous avons soulignées dans cette phrase d'introduction et sur lesquelles nous allons revenir une par une parce que chacune constitue un des piliers de ce que l'on a mis en place et de ce qu'on essaie de démontrer aujourd'hui à l'échelle de plusieurs territoires pour pouvoir avoir, nous, un impact sur demain l'alimentation et les questions alimentaires en France et au sein de nos territoires, mais aussi sur le changement climatique. Alors, comme toute belle histoire, c'est la rencontre, ça démarre par une rencontre entre Rémi et moi-même, et c'est par l'intermédiaire d'une plateforme de mise en relation, c'est-à-dire Terre de Liens, que nous avons pris contact en 2018. Avant de décider de démarrer l'aventure en 2019. Donc, je vais laisser Rémi se présenter et puis je reprendrai la main. Bonjour à tout le monde, merci d'être là pour cette présentation d'Amandera. Du coup, en quelques mots, moi je m'appelle Rémi Frisson, j'ai 45 ans, je suis originaire des Pyrénées-Orientales, d'une famille, on va dire, d'agriculteurs, arboriculteurs, maraîchers, et de l'autre côté, du côté plutôt de la vigne, on va dire. J'ai toujours été passionné par le monde agricole, l'écologie et l'innovation. Et depuis 20 ans, j'ai travaillé dans l'agriculture bio, le commerce équitable. J'ai notamment lancé des démarches de commerce équitable Nord-Nord en France.
Le zéro résidu, peut-être que vous connaissez. Et puis, j'ai monté des filières bio au sein de structures coopératives. Et puis, avant de rejoindre Frédéric dans cette magnifique aventure, j'étais directeur de BU pour le groupe Organic Alliance, qui est un des leaders de la distribution du produit frais. Voilà. En quelques mots. Voilà. Et ravi d'être dans cette aventure depuis déjà 5 ans. Frédéric Lagacherie, je suis plutôt issu du monde de l'innovation et de l'entrepreneuriat de mon côté, avec plusieurs parcours, plutôt dans des secteurs technologiques, mais aussi sur l'accompagnement des entrepreneurs à travers différents aspects que sont le financement, le développement international ou le commerce. Et j'ai en fait été piqué très jeune quand même par le virus environnemental, puisque mon père était ingénieur agronome INRA, spécialisé pardon, en microbiologie des sols au labo de Dijon. Donc, j'ai été sensibilisé à la nature, à l'environnement depuis mon tout jeune âge, et il a fallu voilà, que je passe tout un parcours pour retourner à ces valeurs qui étaient profondes. Et décider voilà, de lancer le projet Amandera avec Rémi, sachant que vous voyez dans le slide, on a également le projet Amassissa, donc qui est la structure qui va penser et lancer les projets. Et certains d'entre vous auront vu déjà que sur WeSeed, nous avons en tout 3 projets qui ont été financés. Amandera, donc, en 2020, Amassissa et Forestera, qui est notre projet plantation de cacao en agriculture de régénération au Pérou. Donc, voici le noyau de base. Et nous avons souhaité dès le début donc, faire d'Amandera une aventure citoyenne, comme ça l'avait été pour les autres sociétés. Donc 2020, levée de fonds qui nous a permis de faire entrer 860 WeSeeders au capital de la structure. Nous avons souhaité également être accompagnés par des fonds impact et nous avons eu la chance d'avoir Amundi, alors qui nous suit sur plusieurs de nos dossiers, à travers une poche qui s'appelle Finance et Solidarité et qui gère l'épargne salariale des Français. Donc, les entreprises proposent à leurs employés de participer à des fonds d'épargne salariale qui sont ensuite donnés en gestion à des sociétés de gestion telles Amundi. Et ces sociétés, en fait, ces fonds sont en partie investis dans des structures de l'ESS, comme c'est le cas pour Forestera et Amandera. Nous avons également fait rentrer France Active, qui est un des gros acteurs de la finance à impact en France. Il est également important pour nous de faire rentrer des fondations qui portent haut les valeurs alors, de l'agroalimentaire à travers la fondation Daniel Inna Carasso, qui étaient les fondateurs du groupe Danone côté espagnol. Et également, plus récemment, la fondation Anyama pour la biodiversité, donc, qui elle aussi nous a rejoints au sein de l'actionnariat d'Amandera. Et pour finir cette grande famille, nous avons aussi souhaité nous rapprocher d'un acteur de notre écosystème, à savoir de la distribution, en la personne d'AgroSourcing, qui est donc le leader français de la distribution du fruit sec bio en magasin spécialisé hors grande distribution et qui partage depuis le début cette vision d'une agriculture différente que nous devons mettre en place et promouvoir au sein de nos territoires et en France en particulier pour améliorer non seulement la qualité des fruits que nous produisons, mais aussi protéger nos territoires et restaurer nos écosystèmes. Je laisse la parole à Rémi. Pardon. Du coup, vous avez vu sur la slide d'introduction, on parlait d'agriculture et d'hydro. On ne parlait pas, mais là, nous, on en parle en tout cas d'agriculture et d'hydrologie régénérative. Et surtout, on parlait de l'objectif de remettre la ferme au milieu du village. Et donc, on va essayer de voir un petit peu quel est le rôle de la ferme, de la façon dont on le voit. Et donc, le premier principe, c'est aménager les îlots de production pour 4 points. Le premier, qui semble fondamental, c'est bien évidemment le fait de se dire qu'on va être, malgré le changement climatique et les effets du changement climatique, capable toujours de produire de l'alimentation dans les territoires. Et donc, on a une nécessité d'aménager ces territoires. On est également conscient que dans les 20 prochaines années,
on va avoir une augmentation des températures, même si demain on arrêtait toute activité humaine. Et donc, encore une fois, on a une nécessité de projeter le territoire dans lequel on se trouve pour le préparer. On considère du coup, si vous voulez, avec Amandera, qu'on a une obligation d'aménager, de préparer ces territoires justement. La première des raisons pour pouvoir produire demain, pour gérer les ressources, pour limiter aussi quelque chose qu'on voit moins, et c'est les conflits qu'on peut avoir dans un territoire. Je prends l'exemple aujourd'hui des Pyrénées-Orientales, d'où je suis originaire, où en fait on a une opposition entre des agriculteurs et un marché plutôt pour le tourisme, et puis les citoyens au milieu. On a vu également d'autres événements autour de la bassine. Donc, il faut qu'on se prépare à limiter ces conflits. Et puis, il y a un dernier élément qui est nécessaire pour cet aménagement, c'est pour le bien-être tout simplement des concitoyens qui vivent dans ces territoires. Donc, vous et nous. Les quatre piliers qui sont les piliers qui sont vitaux pour le système, bien évidemment, le premier, c'est l'eau. Et le travail qu'on fait chez Amandera sur l'eau, le premier travail qu'on va faire, c'est d'essayer de venir ralentir la circulation de l'eau dans un territoire. On va essayer également de répartir cette eau de manière le plus largement possible pour lui donner le plus de potentiel d'infiltration et de retour autour des nappes phréatiques, et enfin de stocker cette eau. Cette eau, on la stocke dans différents endroits. On va la stocker dans le végétal, on va venir semer. On va la stocker dans les arbres, mais également dans des zones humides qu'on va développer, dont on vous montrera quelques exemples après. Et puis, un autre élément dans lequel on va stocker, c'est cette fameuse matière organique qui constitue notre sol. Et cette matière organique, c'est une éponge qui a une énorme capacité à stocker de l'eau, puisque 1% de matière organique dans un sol de 15 cm, c'est l'équivalent de 250 mètres cubes d'eau qu'on peut stocker. Donc, c'est gigantesque. Et donc, cet élément-là de matière organique, il a une autre fonction. Il a cette fonction, le troisième point dans notre slide, de la fertilité. Jusqu'à partir du moment où vous ramenez de la matière organique dans un sol, cette matière organique va se minéraliser et on va dire qu'elle va alimenter tout le vivant qui est au-dessus, tous les végétaux vont se nourrir avec ça et tout cet écosystème. Mais un autre élément de cette fertilité de matière organique, c'est le stockage du carbone. Et donc, ce carbone qui est le responsable de l'augmentation des températures. Donc là encore, on a un rôle fondamental dans notre travail de venir stocker du carbone. Un autre des piliers, c'est la biodiversité. La biodiversité, vous avez certainement entendu parler du test, pas du rétroviseur, mais du pare-brise, où en fait, il y a quelques années en arrière, vous faisiez 100-200 km et quand vous arrêtez en de soirée, en fait, votre pare-brise a été rempli d'insectes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le fait de ne plus avoir d'insectes, bien évidemment, ça a un impact direct sur les autres insectes, mais également sur les animaux qui vont se nourrir avec ces insectes. Donc, moins il y a d'insectes, moins il y a d'oiseaux, et ainsi de suite. Donc, on a eu une chute en France, en Europe et dans le monde de cette biodiversité. Et donc, tout le travail qu'on va faire et qu'on fait va permettre justement cette valorisation ou retour de la biodiversité. Il y a un autre élément qu'on n'a pas mis là, mais qui est fondamental, c'est l'air. Et l'air, il est fondamental, pourquoi? Parce que dans un sol, vous avez de l'argile, de la matière organique dont on a parlé tout à l'heure, et de l'air. Et on voit que dans le sud-ouest actuellement, avec les pluies qu'on a eues sur le dernier semestre, on a des problèmes, ce qu'on appelle d'asphyxie racinaire sur les vergers. Alors, pas les nôtres, mais ceux de nos confrères. Parce qu'effectivement, ces poches d'air ont été remplies d'eau. Et donc, on doit gérer aussi le fait de maintenir de l'air dans nos systèmes, parce que l'air, c'est la vie. Voilà. Donc, voilà tout le travail qu'on met en place et l'ensemble des rôles de la ferme. Et c'est pour ça qu'on considère qu'effectivement, la ferme dans un territoire, elle a un rôle assez exceptionnel et prépondérant. Donc, on va passer à la slide suivante. Et donc, cette slide, donc ça, typiquement, c'est une des parcelles sur laquelle on a choisi de développer notre projet, mais qui est assez extraordinaire par rapport à ce qu'elle vous montre. Vous allez voir en quelques mots un état finalement plus global de notre France. Voilà. Juste quelques infos. Non, on revient à l'autre, Fred. En France,
on est passé en 70 ans de 4% de taux de matière organique à 1,7% dans un sol. Donc déjà, ça veut dire qu'un sol n'est pas pourvu de matière organique en manière de quantité, mais en quelques années, quelques décennies, on a perdu plus de la moitié de nos stocks de matière organique, qui, je vous le rappelle, sont de matière organique, qui sont capables à la fois de fixer de l'eau. Donc si on le ramène aux éléments que je vous donnais tout à l'heure, ça veut dire qu'un hectare a perdu globalement 625 mètres cubes d'eau de capacité de stockage. Donc c'est extraordinaire. Ça veut dire que quand on a des fortes pluies, le sol aujourd'hui a moins de potentiel de stockage d'eau qu'il n'avait il y a 70 ans. Donc ça, c'est dramatique, parce qu'en fait, lorsqu'on travaille de la manière dont quand on a acheté ces terres, elles sont dépourvues de haies, de végétaux, et donc ça engendre un sol qui ne se tient pas, et donc on appelle ça de l'érosion. Et l'érosion, c'est de la perte de sol, c'est de la perte de fertilité. Et cette perte de fertilité, en plus, souvent, elle se retrouve à la rivière et elle vient polluer vos cours d'eau. Un autre élément assez dingue sur cette image, c'est que vous voyez très peu d'arbres. Vous en avez un qui est majestueux, on le vénère, c'est notre chaîne. Mais il faut savoir qu'en France, on arrache tous les ans, je dis bien tous les ans, 23 000 kilomètres de haies par an sont arrachés sur le territoire français. Et on replante, parce qu'il y a des programmes de plantation, 3 000 kilomètres. Pardon. Mais vous imaginez bien que quand vous arrachez une haie qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans, les services écosystémiques qu'elle rend par rapport à une haie que vous venez de planter, si je vous invite à tous planter des arbres, déjà il y en a peut-être 1 sur 10 qui va mourir, et puis ça met du temps à pousser un arbre. C'est très très long. Donc là encore, sur cette image, on voit bien que nos territoires, par tout un tas de politiques, ont amené à se dégrader globalement. Voilà. Et donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, quand on arrive dans un territoire, on le prépare. Et on va vous montrer sur la slide d'après ce qu'on a fait déjà depuis 5 ans dans nos territoires. Donc là, sur cette photo, on est toujours sur le même territoire. Et vous voyez sur la photo de gauche, en haut, le même chêne que vous aviez vu tout à l'heure. Sauf que ces photos, elles ont à peu près 1 an de décalage. La différence, c'est qu'on est venu couvrir à 100% ce territoire. On y a amené du végétal, à la fois pour créer de la diversité, puisque chaque plante est une plante hôte qui va accueillir un insecte qui lui-même a son propre auxiliaire, son propre ravageur et même son propre protecteur, des fois. On amène de la biomasse en quantité importante. Cette biomasse, elle est fabriquée grâce à l'énergie du soleil, par la photosynthèse. Et c'est cette biomasse qui va venir se transformer en matière organique et qui va venir nourrir vos plantes demain, faire ce phénomène d'éponge et permettre également, ce dont on a parlé tout à l'heure, l'infiltration de l'eau dans le territoire. On voit également qu'un territoire qui est couvert de cette manière-là, il a une capacité à retenir de l'eau et à gérer l'eau d'une manière beaucoup plus forte qu'un territoire sur lequel il n'y a pas de végétaux, bien évidemment, sur lequel on a presque un désert, entre guillemets. On a également intégré d'autres notions. On a intégré, qu'on ne voit pas encore, puisque c'est plus long, mais c'est pour ça qu'il faut le faire maintenant, on a intégré les arbres guildes. Les arbres guildes, ce sont des arbres qu'on intègre au système de notre système arbre et qui viennent jouer un autre rôle, qui viennent jouer le rôle autour de la température, qui viennent jouer le rôle de la biodiversité, qui viennent jouer un rôle sur les relations qu'on va trouver dans le sol, au niveau des mycorhizes, entre les arbres. On a également travaillé sur toute la circulation de l'eau. On a travaillé, on ne voit pas sur cette photo, on a travaillé sur ce qu'on appelle du keyline. Donc on a travaillé sur on a suivi des courbes de niveau pour là aussi venir ralentir, répartir l'eau également sur les territoires. Et puis, on a développé également, on a utilisé d'autres outils comme le fait de planter sur but pour donner plus de résistance à nos arbres en cas de problématique sur des excès d'eau. Bon. Il faut savoir que cette année, dans le sud-ouest, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'il y a eu à peu près 1200 mm d'eau qui ont fait la précipitation est de 1200 mm et que ces 1200 mm ont eu pour conséquence des dégâts assez importants dans beaucoup de vergers autour de chez nous, que ce soit en amandier, en noisetier et en prunier. Il y a une calamité qui a été déclenchée. Donc, c'est une calamité, c'est quelque chose qui est déclenché par l'État. Et nous, dans notre cas,
on a eu très peu de dégâts. C'est-à-dire qu'on en a eu, mais ce sont des dégâts qui sont acceptables, donc avec des pourcentages particulièrement faibles et qui sont aussi liés à des endroits où il y a eu un stockage de l'eau un peu plus important qu'ailleurs et qui a généré la mort d'un arbre ou quelques arbres, mais qui ne sont pas importants. Et donc, ça ne remet pas en cause. Par contre, ce qui est intéressant, c'est déjà de se rendre compte des effets bénéfiques et positifs de notre travail. Donc, notre travail, il va permettre à la fois de préparer les manques en cas de sécheresse, mais il doit être également capable de préparer les excès, comme on connaît actuellement dans le sud-ouest. On peut passer à la slide d'après, Frédéric, si on y arrive. Alors, je pense que j'ai perdu la main sur la présentation. Je vais essayer de... Ouais, effectivement, je crois qu'il y a eu un petit problème de connexion. Je vois que les WeSeeders nous le signalent. Alors, est-ce que là, tu peux présenter, Frédéric? Non, j'arrive pas à partager, donc j'ai pas dû être... Là, normalement, je t'ai envoyé les... Je t'ai donné les droits. Je sais pas si tu peux réessayer. J'ai pas le bouton partager. T'as pas le bouton. Ouais. Alors, attends, je peux essayer de me reconnecter sinon. Ouais. On s'excuse pour ces petits soucis techniques. Attends, je quitte et je me reconnecte. Alors là, ça devrait marcher. Ouais, c'est bon. Hop, Ouais, allez, okay. on reprend. On reprend. Voilà, il nous reste quelques minutes seulement. Là, on a perdu Rémi. Je ne sais pas si vous entend ou pas. Ah, décidément. Pardon. Bon, je vais continuer en attendant que Rémi se reconnecte. Ça y est, il est là. Il est là. Rémi, tu nous entends? Alors attends, on n'a plus ton son. Je crois que ton micro, il est coupé, Rémi. Voilà. On est bon, là? Ouais, c'est bon. Bon, je t'ai remis sur le slide. Désolé tout le monde pour ce petit contretemps. Et Rémi, je disais, ouais, il nous reste pas énormément de temps pour finir. Pas beaucoup, ok. Du coup, donc là, on vient de vous présenter la partie aménagement du territoire. Ensuite, on a travaillé effectivement sur deux axes qui sont fondamentaux pour nous, qui sont la partie française, 100% de nos productions sont françaises, et diversification. Diversification à différents niveaux. On a une diversification au niveau des territoires et au niveau des productions. Ce choix, il n'est pas là par hasard. Il est là également, il est là par rapport à ce changement climatique et où on s'est dit que finalement, pour limiter nos risques et être plus fort, il était intéressant de se retrouver dans différents territoires. Donc aujourd'hui, à Mandera, on est présent dans le territoire d'Aix-en-Provence et dans le territoire du sud-ouest autour de Marmande, sur 3 territoires différents. Voilà. Donc, ces 4 territoires en tout, c'est 4 espèces. Ces 4 espèces qui vont venir fleurir à des moments différents, qui vont venir produire sur des bois différents, qui vont nous permettre de rebondir plus ou moins différemment. C'est bien évidemment des marchés différents, et notamment le marché du produit sec et le marché du frais. Sachant que le marché du frais pour Amandera est quelque chose d'intéressant au niveau de la trésorerie, puisque c'est souvent des récoltes qui ont lieu plutôt au mois de mai, et qui nous permettent de rentrer en trésorerie plus rapidement, alors que le produit sec va rentrer au mois de septembre. On a donc une gamme relativement large qu'on va mettre sur les marchés qu'on va voir sur la slide, dont on va voir sur la slide d'après. Donc, Amandera s'inscrit bien évidemment dans un contexte de marché déjà en place, que vous connaissez peut-être, donc on va rappeler. Donc, on a fait le choix de s'attaquer aux magasins spécialisés, donc on appelle ça la DSB, qui est organisée par des centrales type Biocoop qui vont alimenter directement leurs magasins. Ensuite, on fait appel à des
grossistes, typiquement, dont on reparlera, AgroSourcing, qui lui a accès également à tout un grand nombre de magasins qui n'appartiennent pas à un magasin fédéré, on va dire. Voilà. Et ensuite, on a fait le choix également de proposer et de commercialiser nos produits à travers les produits, plutôt l'industrie qui va associer nos produits pour valoriser nos productions. Voilà. Donc, on a des circuits de distribution qui sont à la fois variés et complémentaires. On va faire un focus sur AgroSourcing. Donc, en introduction, on vous a présenté AgroSourcing, qui est au capital de notre société. Donc, AgroSourcing, en quelques chiffres, c'est 20 ans d'existence. C'est le leader de la distribution du fruit sec bio, avec 45 millions de chiffres d'affaires et 5500 tonnes de fruits secs distribués par an. Donc, on a décidé de travailler avec lui, notamment ce que je vous disais, sur la distribution des magasins bio, donc à peu près 2000 magasins bio potentiellement, et bien sûr sur l'industrie également. Voilà. On travaille en main dans la main avec un co-branding. Donc, ils ont une gamme qui s'appelle Pépite, je crois qu'il y a à peu près 120 références, dans lesquelles on existe. Ce packaging est fait uniquement pour Amandera, puisqu'effectivement, vous voyez, il y a marqué Amande de Provence, et derrière, on est en co-branding avec la marque Amandera. Notre travail à nous, ça va être de communiquer, de parler autour d'Amandera et de tout le travail et le savoir-faire qu'on est en train d'acquérir. Voilà. Donc, avec nous, on a un partenaire fidèle, engagé, et qui a envie d'aller dans le même sens que nous. Et on a signé, il n'y a pas très longtemps, un contrat d'engagement de volume et de prix minimum, sachant que ce prix minimum était défini en fonction de nos coûts de production sur la production amande. Et cette année, on a nos premières productions de noisettes et ils se sont engagés oralement, comme c'est la première année, c'est le coutume, c'est comme ça qu'on le fait. On va travailler ensemble, sortir un nouveau produit qui s'appellera aussi Pépite, de la noisette, d'Amandera, qui sera distribué également dans les magasins spécialisés à partir du mois d'octobre 2024. Voilà, en quelques mots, la distribution d'Amandera. Donc, on vous a parlé de la structuration du projet sur lequel on est allé chercher un ensemble d'associés qui nous paraissaient cohérents par rapport à l'objectif qu'on cherchait à atteindre et qu'on a réussi à réunir au sein de l'actionnariat. On vous a parlé également de la façon dont on a approché la problématique environnementale à travers la mise en œuvre de différentes techniques anciennes, nouvelles, qu'on a un petit peu assemblées à la méthode d'un chef d'orchestre. J'espère que cela fonctionne et c'est ce qui fait l'innovation aujourd'hui d'Amandera. On est allé également se positionner sur des marchés porteurs avec cette notion de relocaliser des productions en France. On va vraiment vous parler un peu plus de la finance et de ce qu'on a fait depuis la création de la société, donc en 2019. Donc, vous l'avez compris, nous avons eu 4 grandes phases de plantation. 2019, le verger historique d'Aix-en-Provence. 2021, le début des noisettes dans le Lot-et-Garonne. 2022, une grosse extension de 85 hectares qu'on a scindé en deux entre amandes et noisettes. Et en 2024, donc l'achat et la plantation qui a eu lieu en mars-avril de cette année de notre dernier verger innovant en noix, cette fois-ci, qui vient compléter l'ensemble de notre gamme fruits secs, avec cette notion toujours de diversification. L'idée était pour nous de démontrer finalement que le modèle de la ferme de demain, puisque on l'a peut-être évoqué, mais vous avez 160 000 agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 années à venir. Il va falloir commencer à réfléchir à la façon de reprendre ces fermes, dans la mesure où les nouvelles générations ne sont pas forcément motivées à relever le challenge, étant donné la difficulté aujourd'hui de la filière production. Donc, on a voulu démontrer ce que pouvait devenir une ferme à l'échelle de plusieurs territoires, plusieurs productions. Il a fallu effectivement ensuite aller les financer de façon innovante. Aujourd'hui, le financement en fonds propres sur la partie production est relativement difficile à organiser. Donc, on a été, nous, l'une des rares structures aujourd'hui à financer une ferme en fonds propres en faisant appel à de l'épargne extérieure. En 2020, nous avons donc une première levée de fonds d'1 million, fonds propres, quasi-fonds propres, avec des acteurs qu'on a déjà évoqués, WeSeed, Fondation Carasso,
France Active et AgroSourcing. En 2022, une nouvelle collecte a eu lieu, cette fois-ci auprès de la Fondation Anyama et Amundi, toujours pour 1 million d'euros. Et donc, nous allons aujourd'hui lancer cette nouvelle campagne, toujours pour 1 million d'euros, sur un prix de l'action qui a augmenté de 30% entre aujourd'hui et 2020. Et on reviendra sur les raisons aussi ça fait partie d'ailleurs des questions-réponses que vous pouvez trouver sur la plateforme WeSeed et auxquelles on essaie de répondre régulièrement. Mais les raisons qui font qu'effectivement aujourd'hui on arrive à valoriser le projet 30% au-dessus de ce qu'il était lorsqu'on a démarré celui-ci, lorsqu'on a fait la première levée de fonds en 2020. Et puis la production, qui est le dernier aujourd'hui, la dernière métrique que l'on a fait démarrer donc en 2023, puisque les premiers vergers sont entrés en production en 2023, avec la production de 30 tonnes d'amandes en coque et de 2 tonnes de noisettes, là encore en coque. Pour reprendre ce que l'on a fait également au niveau du financement depuis le début de la plantation et vous rappeler la façon dont fonctionne le modèle, toute la partie investissement aujourd'hui est portée en dette. L'investissement se divise en 2 grandes catégories. Vous avez le foncier, et aujourd'hui, nous avons acheté 160 hectares sur les 180 hectares que nous exploitons, puisqu'il y a 20 hectares qui sont en location sur le site d'Aix-en-Provence. Les 160 hectares ont été financés en dette long terme auprès du Crédit Agricole, donc c'est de la dette à 20 ans pour un total de 1 730 000. Et puis, les investissements, c'est la première année. Ce sont les investissements de plantation, donc l'achat, la plantation des arbres, la préparation du sol et la mise en place du système d'irrigation et également les intrants qui vont qui vont nous aider à mettre en place la production en année 1, ainsi que le matériel agricole. Là encore, une poche qui représente 1,73 million d'euros. Donc, on est à 3,5 en dette pour financer ces 180 hectares. Pendant ce temps-là, il faut financer les fonds propres, donc le BFR, jusqu'à l'arrivée à l'équilibre du modèle. Nous sommes partis sur un modèle de plantation de verger avec une entrée en production qui prend 3, 4 à 5 ans avant d'arriver sur des volumes significatifs en fonction des différentes familles de produits. Donc la noix est plus rapide, l'amande au milieu et la noisette un petit peu plus longue. Et donc 2023 était la première année d'entrée en production. 2024 va nous permettre d'augmenter et d'accélérer la production. Idem sur 2025. Et 2025 sera la première année où nous aurons les sites à la fois d'Aix-en-Provence, de Duras et de Savignac qui seront entrés en production. Pendant ce temps, il faut donc financer ce BFR. Je vous l'expliquais, on a fait 2 levées de fonds d'1 million chacune. Il y avait également eu une injection de compte courant d'associés au démarrage du projet qui avait été porté par Amassissa à hauteur de 500 000 euros. Donc 2,5 millions déjà financés et nous allons chercher 1 million supplémentaire dans le cadre de cette levée de fonds qui va nous permettre d'atteindre l'équilibre. Donc au total, ce projet représente 7 millions d'euros. Alors effectivement, on est sur un projet qui est intensif au niveau de la mobilisation du capital. Ça, c'est parce qu'on part de zéro. Donc ça vous montre aussi l'effort qu'il faut faire pour reprendre une ferme en partant de zéro et de devoir porter le foncier, les investissements et évidemment les charges d'exploitation jusqu'à l'arrivée à l'équilibre du modèle. Donc voici une visualisation de la montée en puissance donc du chiffre d'affaires consolidé, c'est-à-dire qui reprend l'ensemble des productions, auquel on a rajouté, encore une fois, dans un souci de diversification du risque et de logique d'aller chercher l'ensemble des revenus aujourd'hui qui sont liés à une ferme. Il y a la production de fruits, certes, mais on l'a vu, il y a tous les services écosystémiques qui sont rendus au niveau territorial. En l'occurrence, aujourd'hui, on a la possibilité d'aller chercher du crédit carbone et on a fait certifier donc les premiers crédits carbone sur la ferme de Savignac de Duras. Donc, les crédits carbone vont eux aussi permettre de financer, on va dire, cette période un peu compliquée qui est le début de production. Nous avons également lancé un projet agrivoltaïque qui lui aussi va faire rentrer des flux sous la forme de loyers. Ça devrait débuter à partir de 2026, si tout va bien. Ce sont des projets qui sont un peu plus longs à mettre en place, mais encore une fois, l'idée derrière tout ça, c'était de démontrer que la ferme doit être une ferme diversifiée et doit être une ferme qui va chercher des sources de revenus au-delà de la simple production de fruits.
Donc vous avez cette vision aujourd'hui du développement donc de 10 chiffres d'affaires avec un EBE qui serait à l'équilibre à partir de 2026 et donc un besoin de financement estimé à 1 million pour couvrir les 2 années à venir et l'arrivée en production à l'équilibre pardon, de l'ensemble des productions qui, elles, vont atteindre leur pic de production, c'est-à-dire que sur l'ensemble des vergers, on sera arrivé en vitesse de croisière à partir de 2029. Bon, j'imagine que vous aurez plus de questions sur ces parties-là, donc on aura l'occasion d'y revenir. Donc pour terminer, voilà la vision qu'Amandera porte. C'est une vision de la ferme de demain ou de un modèle de ferme pour demain, avec au centre ce que la ferme et les paysans peuvent représenter à l'échelle des territoires comme solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour prétendre aussi à une résilience alimentaire locale et une production évidemment nationale, avec, et on l'a pas évoqué, je crois, mais cette notion aussi de remettre de la vie dans les sols et donc dans les fruits, d'en augmenter les valeurs nutritionnelles, sont des sujets sur lesquels on est également en train de travailler. Donc pour conclure, nous voulions également vous communiquer 2 informations. La première, c'est que nous allons organiser donc des réunions de rentrée physiques cette fois-ci. Alors, il a fallu faire un choix, mais à Paris le 4 septembre et à Lyon le 5 septembre. Donc on vous communiquera plus d'informations à ce sujet, mais ce sera l'occasion pour nous d'aller rencontrer les investisseurs existants de la première WICAP et les futurs investisseurs. Et puis, pour créer ce lien peut-être qui manque aussi sur la première phase de financement, donc depuis 2019, c'est de créer des rencontres citoyennes sur nos plantations que l'on organisera de façon annuelle autour de février-mars, qui est l'époque de floraison notamment pour les amandiers, et qui sera l'occasion pour nous de recréer ce lien aussi au sein même des territoires et au sein de nos vergers. Parfait, mais merci beaucoup pour Oups. cette présentation et pour ces éléments-là. Je pense que les Wissidors seront ravis de vous rencontrer et effectivement et de voir en direct le fruit du travail de toute l'équipe, mais aussi des Wissidors et de leur participation. Donc merci d'ouvrir vos portes. Donc je pense qu'on peut passer aux questions des Wissidors. J'imagine qu'il doit y en avoir quelques-unes. Donc n'hésitez pas aux Wissidors, encore une fois, à poser vos questions sur la bulle dédiée. Peut-être que je commence par les questions que j'ai là sous les yeux. Donc que représentent les céréales dans l'activité d'Amandera, surface, volume, etc. Du coup, les céréales, en fait, aujourd'hui, on les a intégrées en alternance, c'est-à-dire que dans les modèles qu'on a présentés tout à l'heure, effectivement, l'objectif, c'était de dire on met un verger en place, typiquement amande ou noisette, une bande qui a plutôt vocation à faire de la biomasse, et une autre bande qui aura plutôt sur laquelle on aura plutôt à faire de la céréale, pardon, excusez-moi. La première année, on a réussi à mettre ça en place donc, sur le parti du deuxième verger, donc, sur lequel on a mis de l'orge et du pois en association. Il s'avère que du fait du changement, effectivement, des problématiques de pluie qu'on a eues au mois de septembre dernier, sur cette parcelle-là des 85 hectares, on n'a pas pu semer à cause Finalement, on n'a pas pu semer, on n'a pas pu intervenir à ce moment-là. Par contre, c'est quelque chose qu'on va remettre en place sur la période du coup septembre 2024. Pardon. Voilà. Sur le noyer, on vient juste de faire la plantation, donc de toute façon, on n'est pas en mesure, on n'était pas encore en mesure de semer. Donc ça, c'est quelque chose qui va monter en puissance. On va dire aujourd'hui, on est à l'instant 1 et on va monter en puissance assez rapidement sur ce sujet-là. Et puis sur les céréales, l'espace dédié aux céréales en termes d'hectares, nous sommes également limités par le label bas carbone qui demande à ce qu'il existe en fait un enherbement permanent au sein du verger.
Donc, ce sont des surfaces sur lesquelles on ne peut pas faire de culture en rotation et sur lesquelles on est obligé de laisser donc des bandes millifères notamment qui vont nous servir nous à la pollinisation et d'autres plus voilà, de plantes de couverture, mais qui nous servent de toute façon à lutter contre le réchauffement climatique en évitant l'évapotranspiration durant les forts épisodes estivaux. C'est clair. J'ai vu une Merci. question passer. Ouais, merci pour ces précisions-là. Donc, on a une question concernant l'accès à la présentation. Est-ce qu'on pourra la partager à nos WeSeeders par la suite, ce que vous nous avez présenté aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas de souci pour leur partager cette présentation. Oui, bien sûr. Alors, elle était de mémoire, elle était déjà disponible, je pense, en partie, effectivement, dans Ouais, l'espace de présentation, mais elle a été légèrement modifiée depuis, modifié. donc pas de souci pour effectivement la remettre en ligne, oui. Ouais, très bien. Il y a une question par rapport à l'origine des matières premières. Est-ce qu'elles seront tracées ou c'est déjà tracé? Et il y a une deuxième question. Est-ce qu'en cas de longue période de sécheresse, il y a un plan alternatif et qu'est-ce que vous envisagez dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut juste reformuler l'origine de la matière première? C'est celle que nous, on va fabriquer peut-être? Oui, j'imagine. C'est ça, j'imagine? J'imagine, ouais. Oui, oui, alors ça fait partie complètement de notre travail, en fait, hein, de travailler sur la traçabilité, qui actuellement, très honnêtement, on la maîtrise plutôt très bien, puisqu'on a un seul lieu de stockage sur lequel on va alimenter nos différents clients. Et la traçabilité, et encore plus dans le monde de la bio, mais aussi dans le monde du traditionnel, est un élément essentiel de la distribution sur lequel on s'attache énormément. En fait. Donc, c'est des choses qu'on travaille, qu'on suit et qu'on va être amené à suivre de plus en plus au fur et à mesure qu'on va grandir en termes de volume. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, et puis ça fait partie effectivement, nous, de notre engagement vis-à-vis de nos clients. Donc qu'ils soient aujourd'hui voilà, des grossistes comme AgroSourcing qui nous aident à attaquer le marché des magasins spécialisés, comme alors on n'a pas forcément évoqué, mais on essaie de créer ces petits partenariats aussi avec des chefs gastronomiques, avec des pâtissiers, avec des chocolatiers. Donc vous voyez, vous avez vu passer des publications, notamment sur les réseaux, concernant ces partenariats, et il est donc indispensable pour nous de leur fournir cette traçabilité qui fait complètement partie aujourd'hui de l'offre Amandera, justement pour lutter aussi contre les problématiques d'importation de produits déguisés qui peuvent venir d'autres pays et qui sont parfois commercialisés sous la marque France. Et je vais rajouter, c'est une des forces d'Amandera. Parce qu'en fait, quand on a créé Amandera, on a décidé d'être une structure relativement importante en termes de surface, justement pour être en mesure de livrer directement une plateforme et non pas de réunir 50 petits producteurs, entre guillemets, de différentes parcelles, où là, la traçabilité est beaucoup plus compliquée, et notamment quand on rentre dans des schémas industriels. Voilà, où on a des petits lots à traiter. Tout. Nous, notre modèle permet justement, et c'est une de notre forces chez Amandera aujourd'hui, c'est un vrai argument pour nos clients. Juste, je vais répondre à la deuxième partie. Donc, la longue sécheresse. Alors, justement, nous, notre travail, il consiste, ce que j'en essayé d'expliquer, de dire, OK, je mets de l'ombre, je mets de la matière organique, je mets des arbres qui vont être plus résistants que d'autres et mieux résilients, entre guillemets, à la sécheresse. Ceci étant dit, si on n'a pas d'eau, comme c'est le cas aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales, ou des très petites quantités, il faut qu'on ait effectivement des solutions. La solution, pour nous, elle est encore une fois dans l'aménagement du territoire, et j'ai évoqué tout à l'heure une notion, c'est la notion de stockage. Voilà. Donc la question, c'est où est-ce que je stocke? Je stocke dans mon sol, je stocke dans mes végétaux, et quand j'en ai plus, on a construit, et en particulier dans la région de Nouvelle-Aquitaine, on a des lacs qui étaient déjà là, hein, avant qu'on arrive déjà, et en fait qui viennent récupérer de l'eau qui est de l'eau de surface. Voilà. Et en fait, quand il y a des excès, ben, elle est évacuée et elle s'infiltre, et sinon on a une capacité assez importante pour faire face à une période estivale
chaude. Voilà. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est augmenter les taux de matière organique pour ce que je disais tout à l'heure, faire en sorte que quand il pleuve, on va avoir un temps plus long de conservation de l'eau dans un sol. Et ensuite, essayer de mettre en place tous les éléments dans la parcelle pour que la parcelle évapotranspire le moins possible, enfin le plus, mais en même temps que le sol reste le plus frais possible. Encore une fois, un sol couvert et un sol non couvert, on a 20 degrés d'écart sur les premiers centimètres. C'est assez extraordinaire en été. Et ensuite, c'est stocker cette eau. Et donc, on la stocke par le fait de planter d'une certaine manière, la construction des noues, qu'on n'a pas évoqué, mais qui sont des outils qu'on va utiliser justement pour stocker de l'eau en cas d'orage, notamment, des choses comme ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Parfait. Merci beaucoup, Rémi. Je vous laisse nous commenter effectivement si ça répond bien à vos questions. Je reprends une autre question sur le business plan. Donc, avant d'arriver à l'équilibre en 2026, est-ce qu'il y a des hectares additionnels à acheter? Est-ce qu'il y a d'autres projets avant l'équilibre? Je vais prendre cette question et je vais également répondre à la suivante du même contributeur. Là. Donc en 2020, on avait une cible à 400 hectares. Est-ce toujours d'actualité? Quel est le financement pour atteindre cette cible? Donc aujourd'hui, on arrive à une taille de 180 hectares sur différents donc, territoires. Ça représente, comme je l'évoquais, une poche d'investissement de 7 millions qui se répartit à peu près donc 50-50 entre de la dette d'investissement et le besoin en fonds propres. L'objectif pour nous aujourd'hui est de temporiser les investissements pour permettre aussi à l'ensemble des associés qui sont rentrés ou qui vont rentrer dans l'aventure de démontrer que le modèle arrive à l'équilibre, puisque c'est quand même l'objectif de la démonstration, c'est de effectivement pouvoir restaurer seule diversité, mais aussi de montrer que tout cela fonctionne d'un point de vue économique. Donc, l'arrivée à l'équilibre prévue pour 2026 aujourd'hui est sur un scénario en l'état, donc avec les 180 hectares qui seront donc en exploitation et qui rentreront en production. Cela étant dit, on a toujours des opportunités qui se présentent à nous et ça fait aussi la force d'Amandera, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une opportunité, elle est discutée avec nos associés et on prend les décisions tous ensemble. En fonction, nous, de l'analyse qui sera faite de ces opportunités. Donc, c'est vrai qu'on avait regardé, notamment du côté du Lot-et-Garonne, des projets d'extension parce que vous avez aujourd'hui un territoire qui se dépeuple d'un point de vue du paysanat. Vous avez également pas mal de surfaces qui deviennent aujourd'hui accessibles en raison de la crise du secteur viticole, notamment de la région Gironde, qui est limitrophe avec nos propres plantations. Donc, vous avez pas mal de fonciers qui devient disponible. C'est une région, on l'a vu sur les aspects pédoclimatiques, qui reste intéressante dans les années à venir. Donc, on ne se ferme pas la porte d'aller sur d'autres productions, donc qui resteraient dans l'univers de l'arboriculture. Pour ne rien cacher. Aujourd'hui, ça n'est pas prévu donc dans le business plan actuel. Les fonds donc qui sont levés aujourd'hui et qu'on va mobiliser vont servir à financer donc la dernière. Et là, je reprends même la dernière question de Philippe Sergent. Donc, ils vont nous servir en fait à financer. Alors, la dernière extension qui est de la noix. Donc, c'est effectivement en grande partie pour financer le BFR sur la noix et on va dire la fin de BFR sur le projet de Savignac de Duras, donc qui était à la fois amandes et noisettes, et qui n'entrera réellement en production qu'en 2025. Voilà, donc cette levée de fonds nous permet de faire la jonction sur les dernières parcelles et la noix pour arriver à l'équilibre en 2026. D'ici là, on reviendra donc vers vous avec certainement des opportunités, mais qui devront être voilà, analysées avec l'ensemble des acteurs, notamment nos financeurs bancaires, donc le Crédit Agricole qui nous suit et qui a aujourd'hui donc mobilisé 3,5 millions d'euros sur l'ensemble du projet.
Et la décision sera prise à ce moment-là de voir si on est sur la bonne trajectoire et à ce moment-là, on n'attend pas 2026 pour se relancer, ou si au contraire, on patiente encore une année supplémentaire pour permettre le passage à l'équilibre du modèle. C'est très clair, merci Frédéric. Je retiens qu'effectivement, voilà, ce sera plutôt une décision, qui sera prise au cas par cas en fonction des opportunités que vous aurez effectivement de déployer, de déployer ou pas dans certaines zones. Il y a une question de Philippe Sergent qui demande, et je l'avais déjà eu aussi cette question auparavant par un investisseur, sur l'utilisation du biochar pour permettre la régulation plus rapide de l'eau. Et ça rejoint aussi une autre question sur les déchets. Est-ce que vous avez envisagé ou réfléchi à la méthanisation, pyrogazéification des déchets ou pas? Je pense que c'est un petit peu Ouais. des questions qui sont Ouais. similaires. Alors, en fait, pour tout vous dire, c'est vrai qu'on réfléchit à beaucoup de choses, que ce soit, on a réfléchi au photovoltaïque, on a réfléchi à la méthanisation, même si ça ne nous correspond pas, nous, en tant qu'entreprise aujourd'hui, on n'est pas équipé pour ça, on n'a pas les surfaces qu'il faut. Puis en plus, il y a toutes des contraintes par rapport à l'organisation, des flux des gaz qui peuvent être récupérés. Mais c'est des questions qu'on se pose. On se pose de la question énormément sur tout ce qui. Alors, on est fabricant ce qu'on appelle de l'IFOFER. Donc, on fait des litières forestières fermentées. Donc, ce sont des bactéries. On fabrique nos propres oligo-éléments également. On travaille sur la récupération de quantités assez importantes de compost dans le territoire et on a un projet autour du territoire sur le compost. Le compost, il y a d'autres formulations. Et bien évidemment, alors, on n'est pas allé sur le biochar encore, parce que finalement, on prend les choses étape par étape, parce que le condensé de choses qu'on vous a présenté, à chaque fois, on a une nécessité d'apprendre, de se renseigner, de tester, de vérifier. Voilà. Donc, le biochar fait partie des étapes sur lesquelles on est censé aller, sur lesquelles on commence à se renseigner. Mais on ne l'a pas encore essayé, mais ça devrait être testé dans les années à venir. J'ai eu des résultats à travers les Sivan Bio, effectivement. On a des résultats très positifs sur l'utilisation des biochars par rapport à la problématique de l'eau. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas fait encore. On a encore d'autres choses à faire, bien évidemment. Notre système n'est pas parfait, loin de là. Mais c'est quelque chose qu'effectivement sur lequel on ira. Je crois qu'il y avait une autre question. Non, c'est sur la méthanisation. Voilà, j'ai répondu. Sur les biochars, alors c'est pas tout à fait vrai qu'on l'a pas fait. On l'a fait, mais au Pérou. On a effectivement testé l'utilisation des biochars parce qu'on a des problématiques là-bas qui sont similaires, hein. Finalement, on est sous des latitudes complètement différentes, mais les excès du climat sont toujours les mêmes, trop d'eau, trop de chaleur. Effectivement, on a démarré des expés là-bas qui sont plutôt encourageantes effectivement sur l'utilisation des biochars. Donc, ça fera partie, ouais, tout à fait des sujets qu'on va intégrer dans nos tests et dans nos expérimentations. C'est clair, merci beaucoup pour cette réponse. Je reprends un petit peu les questions des investisseurs. Je pense qu'il y en a une qui est intéressante et importante à faire. C'est un petit rappel sur la levée de fonds, peut-être pour tous et même pour les personnes qui verront le live en replay. Est-ce que, voilà, quel est l'objet de cette levée de fonds? Est-ce qu'il y a des co-investisseurs en plus des WeSeeders qui participent de cette levée de fonds? Peut-être Oui, juste un petit rappel sur la oui, levée de tout à fonds. fait. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore communiqué dessus, mais effectivement, au-delà de la levée de fonds sur WeSeed, donc qui, vous l'avez compris, hein, fait partie de la philosophie de nos projets, et cette notion de citoyenneté des outils de production et du foncier, puisque à travers cet investissement, donc, vous participez également à l'acquisition de foncier. Nous avons fait appel donc à nos investisseurs historiques. Nous avons donc aujourd'hui des passages en comité donc de la part
France Active, qui lui souhaiterait rentrer dans ce tour de financement. Alors, ils ont changé leur politique d'investissement aujourd'hui, ils ne le font plus en fonds propres, donc ça serait sur un modèle de prêt participatif. Nous avons également donc Amundi qui lui s'est engagé à convertir, donc Amundi qui était détenteur, qui est entré au capital en 2022 à hauteur de 500 000 euros et qui dispose également de 400 000 euros d'obligations convertibles et qui s'est engagé à convertir ces obligations dans le cadre de ce tour de financement. Nous sommes également en contact avec d'autres acteurs de la finance citoyenne pour être un peu plus large et nous attendons effectivement des LOI là encore sur des notions de prêt participatif. Donc là, l'enveloppe prêt participatif représente à peu près aujourd'hui 500 000 euros dans le tour de financement. Et puis, il y a également deux acteurs avec lesquels nous sommes en discussion avancée. Donc là, ce sera des passages en comité en septembre sur la partie equity pour des enveloppes qui tournent autour de 500 000 euros également en equity. Donc, aux côtés des WeSeeders, nous aurons d'autres acteurs donc, de la finance à impact aujourd'hui. Les temps de décision étant plus longs, on sera plutôt sur un positionnement fin d'année. Mais voilà, ça fait pas mal de temps qu'on échange avec eux, qu'ils sont venus sur site nous rencontrer. Et puis l'engagement de nos associés existants, donc qui viendront eux appuyer en fait la levée de fonds de WeSeed dès qu'elle sera terminée. Donc aujourd'hui, voilà, une bonne visibilité sur le fait d'atteindre à minima donc ce million. Et plus si affinité, j'avais envie de vous dire, dans la mesure où voilà, il y a d'autres sujets qui pourraient donc s'ouvrir si d'aventure on était capable d'aller chercher un petit peu plus de financement dans le cadre de ce tour. C'est très clair. Merci beaucoup. Peut-être un rappel sur la durée des investissements. Donc, sur des tours en action, généralement, nous, à titre indicatif pour nos WeSeeders, on répond que les durées d'investissement s'étendent entre 5, 7 et jusqu'à 10 ans. En tout cas, c'est ce que nous envisageons. Sur des projets effectivement à impact dans lesquels il faut prendre en compte aussi le temps de développement, là dans ce cas-là des amendes. Faut aussi prendre cela en compte. C'est vrai que la durée d'investissement est un petit peu plus longue que sur un projet un petit peu classique d'action sur du SaaS où les sorties peuvent être envisagées au bout de 4-5 ans. Là, on est plutôt sur un horizon de sortie entre 7 et 10 ans. Voilà un petit peu pour nous notre élément de réponse. Je ne sais pas si vous voulez compléter de votre côté, du côté d'Amandera. Ça correspond, c'est vrai que ça correspond bien au cycle de développement d'un verger, hein, puisque pour optimiser entre guillemets les conditions de sortie, cela dépendra de l'état de production des différents vergers. Comme je vous l'évoquais, 2029, on sera sur une production à l'échelle de l'ensemble des vergers qui sera optimale. Donc, c'est-à-dire 10 ans après en fait, la création de la structure et 9 ans après l'entrée des premiers WeSeeders dans l'aventure. Donc l'agriculture, surtout l'arboriculture, porte nécessairement sur des temps plus longs. Avec bon, les aléas qu'il y a eu au milieu aussi de ce projet. Donc, plus on attendra et plus effectivement le profil de rentabilité du modèle sera garanti et rassurant pour un investisseur. Alors, on l'avait évoqué, la typologie des investisseurs, enfin des repreneurs aujourd'hui. Vous avez typiquement des industriels qui veulent internaliser et sécuriser une partie de leur production hein, de fruits secs. Alors, des industriels qui viennent de tous les univers. Vous avez une coopérative qui veut, elle,
s'assurer, se garantir en fait de la diversification et de l'intégration de nouveaux modèles de production pour ses coopérants. Ça peut être également un acteur financier, alors pas forcément agressif, mais qui souhaite, je pense à un family office, je pense à d'autres acteurs avec lesquels on est aujourd'hui en discussion, alors dans le cadre de cette levée d'ailleurs, mais qui regardent ce type de sujet pour avoir un actif au sein de leur portefeuille qui soit un actif durable, un actif voilà, positif pour l'environnement et la réflexion d'une manière plus globale à la thématique agricole. Parfait, Arem, je sais merci pas je sais pas aussi. Merci pour cet élément de réponse. Je pense que c'était important aussi de parler de la sortie. S'il y a des Wisider effectivement qui sont là, qui ont participé des premières levées, je pense que c'est un point important aussi à aborder. Peut-être que je prends une dernière question pour respecter le timing de tout le monde. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Merci beaucoup aux Wisider encore pour votre participation, votre implication dans le projet. Je pense que c'est un projet effectivement qui plaît beaucoup à notre communauté. Donc merci pour l'enthousiasme. Et donc n'hésitez pas à aller sur le site et poster vos questions. On sera ravis aussi de vous répondre. Je prends donc une petite dernière question. Alors là c'est peut-être une petite colle pour moi parce que je connais pas du tout le sujet. Mais donc Philippe Sergent qui nous demande, il y a un certain nombre d'essences qui peuvent être mycorhizées pour permettre la production de truffes, les noisetiers en particulier. Est-ce que c'est une éventualité? Je pense que c'est intéressant effectivement de parler de la diversification de l'activité de votre côté. Voilà, je pense que c'est une question intéressante. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la truffe, même si j'adore. Effectivement, le noisetier s'y prête parfaitement, mais sauf erreur de ma part, ce que j'en avais retenu, c'est que ces mycorhizes devaient être faites sur l'arbre avant la plantation. Peut-être que je me trompe, à vérifier, mais en tout cas, c'est ce que j'avais cru lire il y a quelques années en arrière. Et peut-être que M. Sergent va me dire autre chose. On l'avait regardé d'ailleurs, je me demande si ça n'avait pas été une question Voilà, dans le live d'il y a 4 ans, mais on l'avait regardé aussi sur Amandier. Et de mémoire, ça supposait de partir sur certaines essences qui n'étaient pas forcément adaptées à notre projet. Et donc, d'un point de vue voilà, organisation, on n'était pas parti sur ces sujets-là, mais ça avait été regardé effectivement et dans le cadre de l'amandier et dans le cadre du noisetier. Ouais. Après, c'est vrai que c'est des jolis produits de diversification. Mais c'est vrai que ça serait super en termes de diversification, effectivement, de rajouter cette brique à l'édifice. Oui, tout à fait. Parfait, merci beaucoup pour tous ces éléments-là. Merci au Wisider pour votre participation. Donc, pour rappel, Amandera vous ouvre les portes des locaux, des échanges à Paris et à Lyon qui sont prévus. On reviendra vers vous avec les dates, avec les lieux plus précisément. Donc merci encore une fois à tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est pour celles qu'on n'a pas pu répondre ici pendant le live. Pour ceux qui regardent ça en replay également, n'hésitez pas à aller sur le site et poster vos questions. Et donc je vous laisse avec le mot de la fin. Rémi, Frédéric, si vous voulez rajouter quelque chose et question personnelle, où est-ce que je peux aller chercher les amandes pour les acheter je suis intéressé. Déjà, je vais vous remercier à tous. On porte un projet qui, en tout cas, nous passionne, qui nous semble fondamental pour l'avenir, pour le nôtre, pour ceux de nos enfants. C'est vraiment fondamental. Et donc, j'avais juste envie de vous dire merci. Nos amendes, du coup, pour répondre à Juan Pablo, vous allez les trouver dans les magasins spécialisés sous la marque Pépite. Du coup, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à rentrer et aller voir les responsables des magasins bio dans lesquels vous consommez et à leur demander de référencer la pépite Amandera. Et du coup, comme ça, vous pourrez déguster nos produits directement. Voilà. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer, soit à travers les différentes réunions qu'on va mener,
soit à Paris et à Lyon, là, au mois de septembre, soit après, effectivement, directement sur nos parcelles. Merci Et beaucoup. pour compléter, on a également ça, vous voyez, c'est une petite boîte Amandera, donc 120 grammes d'amandes que l'on commercialise là plutôt en direct. Donc aujourd'hui, on s'en sert un petit peu comme outil promotionnel avec nos partenaires. On essaie de trouver des solutions parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous les demandent finalement. Pour également les vendre. Alors, voilà, on n'est pas équipé, nous, en site aujourd'hui, ni en logistique pour vendre ça. Je vous montre également, on a sorti une tablette chocolat aux éclats d'amande Amandera. Donc, c'est le chocolat du Pérou, Forestera, et les éclats d'amande d'Amandera. Voilà, on a de la demande sur ces produits. Alors déjà, si vous venez nous rencontrer à Paris ou à Lyon, ben, vous aurez la chance et la possibilité de déguster ces différents produits. On essaie de trouver des solutions pour voilà, vous permettre de les acheter aussi en direct, mais ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'on n'est encore une fois pas équipé, nous, pour le B2C. Et puis, ben, comme message, écoutez, merci déjà du soutien sur la première vague de financement. On espère qu'on sera aussi chanceux sur cette seconde vague et que finalement, ce projet Amandera servira aussi de modèle dans le cadre de financement d'autres projets citoyens qui touchent à l'environnement et qui touchent finalement au fait de permettre à tout le monde de devenir acteur de ce changement en étant associé. Et de notre côté, on s'engage aussi à créer un peu plus de liens avec notre communauté, ce qui n'avait pas été le cas. C'est vrai que jusque-là, on n'avait pas forcément joué sur ce levier qui pourtant est fondamental et qui nous caractérise. Mais à partir de cette nouvelle campagne, on mettra des points de rencontre un peu plus fréquents et surtout dans nos champs, ce qui permettra à tout le monde d'aller s'aérer, de mettre les mains dans la terre, puisqu'on organise aussi des journées plantation. Parfait, excellent, super. Bah, merci à tous, merci à tous les Wiseeders et on se Merci. retrouve donc sur le site pour plus de questions. Merci Juan Pablo. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Soirée.